Kawhi for the win. Yes! Hot damn! The Clippers win in overtime! Il est de retour. Après de longs mois écartés des terrains, pendant que les Clippers, eux, faisaient une bonne saison, Kawhi Leonard peut enfin jouer au basketball. Et depuis une trentaine de matchs, il remonte petit à petit à son niveau, un des meilleurs joueurs de la ligue, peut-être même top 10 pendant les playoffs. Et du coup, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de venir avec moi regarder un petit peu au microscope qu'est-ce que ça donne Kawhi Leonard cette saison en NBA, comment est-ce que les Clippers performent avec lui sur le terrain, et est-ce que cette année, Kawhi peut porter les Clippers tout au sommet de la NBA. Est-ce que Kawhi a encore ce qu'il faut pour être le Finals MVP d'une équipe qui va juste au titre, une équipe qui l'attend depuis si longtemps? Alors on se retrouve tout de suite pour analyser la demi-saison de Kawhi Leonard aux Clippers. Et je vous invite aussi, comme d'habitude, à continuer à liker et à nous supporter dans toutes les vidéos. Tout ça marche extrêmement bien grâce à vous, on est hyper content des performances de la chaîne et même de tous les retours qu'on a. Donc encore merci beaucoup, commentez, likez si ça vous plaît, et nous on se retrouve tout de suite pour décortiquer la saison de Kawhi. Alors on va commencer par les drives de Kawhi Leonard. Faut savoir que Kawhi Leonard, c'est pas un des joueurs qui drive le plus en NBA. Il y a aussi pas mal de jeux, on va voir au post-up et sur jump shot, mais les quelques fois où il drive, il est quand même drôlement efficace. En fait, c'est un joueur qui réalise une efficacité de 70% de ses tirs au cercle, parce que justement, il a ses longs bras et qui lui permettent en fait d'arriver dans des très bonnes positions avec un très bon handle. C'est vrai que c'est pas la première chose qu'on remarque avec Kawhi Leonard, mais son handle est en fait très performant pour créer des décalages. Et ça lui permet en fait de créer de bons drives malgré une explosivité légèrement en baisse au fur et à mesure des années. Ses longs bras et ses très bonnes mains lui permettent d'avoir un handle dévastateur et du coup de créer un petit peu des décalages de manière organique sur ses drives grâce à son dribble plutôt que grâce à son premier pas. Et du coup il y a pas mal de séances aussi où les Clippers lui ouvrent un petit peu un côté vide et il enchaîne aussi pas mal de pick and roll avec Zubac. Donc en fait, ils essayent un petit peu de mettre des choses en place pour qu'ils puissent occuper ces drives-là, et notamment avec le post-up. En fait, par exemple, sur un post-up, ce qui va être dévastateur, c'est clairement, il va avoir une domination physique souvent par rapport à sa match-up. Ici, Gabe Vincent. Du coup, soit venir en aide, mais avec un shooter à l'opposé, un shooter à une passe du ballon, ça devient difficile de venir en aide, et lui peut pouvoir utiliser son handle et son très bon jeu de pied, il a de très bons appuis pour prendre de vitesse les défenseurs au post-up. Et du coup, c'est pour ça qu'il a un jeu parfois un petit peu particulier, un petit peu à l'ancienne, c'est que c'est des drives assez lents. Regardez, ici, il va vraiment pousser Brook Lopez, un des meilleurs protecteurs de cercle de la NBA, sur son drive de manière assez lente. Deuxième exemple ici, encore avec Brook Lopez, où il utilise en fait son corps très large et son handle très sûr pour se créer la meilleure situation possible proche du cercle et ensuite finir avec ses longs bras et ses très grandes mains qui lui permettent en fait d'avoir une vraie maîtrise une fois qu'il est proche du cercle. Et en fait, c'est vraiment ce jeu en maîtrise qui est impressionnant, l'impression qu'il est toujours en contrôle de son corps, du ballon, et qu'il est très difficile à arrêter. C'est pas des écarts qui se font de manière énorme, mais en fait, petit à petit, il prend de l'espace à Vanderbilt qui peut pas rester devant lui, et c'est comme ça en fait qu'il s'offre ces situations-là. En fait, il arrive à être, sans être trop dynamique, à prendre de vitesse au fur et à mesure ses match-ups défensives. Les Clippers essayent aussi de le mettre en mouvement. Ici, on a une petite action intéressante avec un premier pick and roll ici, du coup, de Chris Dunn avec Zubac, pendant que Batum pose un écran pour Kawhi Leonard. Et en fait, le ballon va ensuite être réceptionné par Zubac, ce qui va nous donner une zoom action avec du coup un premier écran ici et un hand-off là. Et du coup, ce hand-off va forcer le switch de Jackson Hayes, qui est lui, pour le coup, un joueur moins rapide que Kawhi Leonard. Et cette fois, il utilise sa vitesse plutôt que sa puissance. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est avoir un peu cette différente approche au fur et à mesure des match-ups défensives. Là encore une fois, c'est via une zoom action qu'il y a le décalage qui est créé sur l'écran et du coup Kawhi Leonard qui peut passer autour de la protection de cercle d'Alexandre Sarr. Mais il y a un autre moyen de passer autour de la protection de cercle, c'est les flotteurs. Et c'est quelque chose qu'il maîtrise très bien,
comme on a vu par exemple sur le Game Winner. Et en fait, c'est une des zones où il prend le plus de tirs. En fait, Kawhi Leonard, c'est un joueur qui évolue énormément dans le mi-distance, que ce soit le long mi-distance ou le court mi-distance. Et d'abord, du coup, on va regarder un petit peu le court mi-distance dans cette zone du flotteur. Ici, petite stagger action, du coup, on a un écran de Chris Dunn et un écran de Zubac pour Kawhi Leonard. Et en fait, il réenchaîne directement avec un autre pick and roll avec le changement de l'angle de l'écran pour Zubac. Il arrive à coincer DeAndre Hunter dans son dos. Vous voyez, en plus, avec ses longs bras et ses longs segments, c'est difficile de repasser devant. Et la protection de cercle de Capella est un petit peu gênée par la présence de Zubac. Et dans tous les cas, Kawhi Leonard, avec encore une fois ses longs bras, il peut passer au-dessus. Et en fait, il a aussi un très bon toucher. Il faut savoir qu'on parle d'un joueur qui a 40% à 3 points en moyenne depuis pas mal de saisons, qui a fait beaucoup de saisons au-dessus des 80% au niveau des lancers francs. Donc on parle d'un joueur qui, malgré ses très grandes mains, a un très bon toucher. Et du coup, son bon toucher allié avec sa très grosse puissance et ses longs bras rend le flotteur possible et vraiment très difficile à arrêter en fait dans cette zone-là du terrain. Et comme c'est pas un joueur très explosif, il y a des fois où il va pas pouvoir aller au bout entre guillemets de ses drives, aller jusqu'au cercle, mais du coup il a cette capacité un petit peu de combler peut-être ce manque de dynamisme pour aller jusqu'au cercle avec ce très bon toucher qui lui permet d'être bon sur flotteur et un petit peu de s'arrêter un peu plus tôt et de passer comme ici au-dessus d'Allen avec un flotteur. Et c'est là aussi où on voit la polyvalence un petit peu de Kawhi Leonard qui parfois vu comme un joueur vraiment de mi-distance, mais son mi-distance a beaucoup de nuances. On a des hook-shots, on a des flotteurs et on a aussi un petit peu de jeu off-ball. Et là où il est intéressant, c'est en fait autour d'Harden qui est un joueur qui va porter beaucoup le ballon, il va falloir qu'il puisse un petit peu diversifier son jeu off-ball et on va beaucoup le retrouver avec Zubac. En fait, on retrouve pas mal de mouvements du côté des Clippers. Vous allez voir, on va avoir un petit peu une sorte de circle offense où le ballon va un petit peu tourner en rond et les joueurs aussi. Vous avez Harden qui est là pour l'instant et Harden du coup il va monter pendant que du coup c'est Amir Coffey qui lui va entamer une descente et Kawhi Leonard qui lui réentame une montée. Vous voyez, on a vraiment cette notion un petit peu circulaire autour du ballon, autour de la raquette et en fait il va profiter d'un écran de Zubac pour mettre son défenseur dans le dos et Harden qui est un très bon passeur va pouvoir le trouver et Leonard va finir au cercle. Et du coup, on a pas mal de jeux off-ball comme ça, un petit peu dans cette offense qui tourne autour d'Harden et autour de Zubac, où du coup, Kawhi Leonard va pouvoir récupérer des bons ballons via les écrans, surtout les écrans de Zubac. Ils ont développé un joli jeu à deux au fur et à mesure un petit peu du temps. Encore une fois, ici sur une circle offense, où après un pick and roll, Kawhi se repositionne en haut et est ouvert à 3 points. Et comme il est à plus de 40% sur ses tirs à 3 points, c'est une vraie menace. Et avec Zubac, ils ont aussi des petites notions de post-up. Et ce qui est intéressant avec leurs petites notions de post-up, c'est qu'ici, en fait, les deux joueurs pourraient être menaçants. En fait, ça pourrait être Zubac qui pose un écran à Kawhi Leonard pour libérer de la place au post-up, ou un petit peu les deux. Et du coup, ça perturbe un peu la défense. La défense qui ne sait pas trop si ce ballon-là, en fait, est destiné pour Zubac ou pour Leonard. Et du coup, elle peut être prise à contrecarré avec ces faux écrans de post-up qui sont en fait des backdoor cuts pour obtenir des tirs au cercle. Et du coup, développe un petit peu ça du côté des Clippers, ce jeu off-ball, avec pas mal de cuts aussi autour du post-up de Zubac. En fait, comme Zubac, lui, récupère beaucoup de ballons au post-up, en fait, Kawhi Leonard, lui, un petit peu, peut bouger à côté de ça, parce qu'il y a une vraie gravité qui se fait autour de Zubac, et comme ici, encore une fois, Kawhi Leonard peut en profiter pour couper au cercle. Et comme on a un petit peu un manque parfois d'explosivité sur drive, avoir ce jeu sans ballon-là, encore une fois, c'est très bon à côté de Zubac. Donc, Kawhi Leonard, il joue à côté de joueurs qui portent pas mal la balle, en réalité, avec Zubac, avec James Harden. Mais en fait, il peut aussi en profiter pour trouver ses tirs sur ses fadeaway, sur ses post-up, et aussi trouver des tirs à 3 points ou des tirs au cercle. Et je pense que à côté d'Harden, c'est une bonne situation ça pour les Clippers d'avoir des joueurs qui peuvent profiter un petit peu de la gravité au scoring encore qu'à Harden, comme ici sur le post-up, ou à l'opposé, il va pouvoir finir à 3 points. Et en fait, petit à petit, il y a une synergie qui se met en place entre Zubac, Harden et Kawhi Leonard offensivement, même ici par exemple pour attaquer une zone où justement Kawhi va venir se poser au milieu de la zone. C'est un extrait qu'on avait déjà vu dans une analyse de match, mais du coup il y a une défense en 2, 3,
du côté des Lakers. Et en fait, Kawhi, lui, qui est très très bon dans cette zone-là du terrain, il peut venir se poser un petit peu au milieu. Et en fait, ça va complètement casser la structure défensive parce que Kawhi Leonard est un joueur qui va énormément prendre de mi-distance et qui va avoir une grosse réussite là-dessus, qui va un petit peu perturber les défenses de zone qui, elles, d'habitude, laissent un petit peu la ligne des lancers francs ouverte. Et du coup, autour de Zubac, encore une fois sur ce faux post-up, on a un nouvel exemple de ce dynamisme un petit peu off-ball retrouvé de Kawhi, qui en fait peut bénéficier de jouer à côté d'un autre gros porteur de balle. Et c'est là qu'il était déjà intéressant à Toronto, à côté de Siakam et à côté de Kyle Lowry. Et un autre truc qui est important aussi à regarder du côté de Kawhi, c'est vraiment ce tir qui est d'une très grosse qualité et une très grosse rapidité. Regardez ici, il n'a même pas laissé le temps à Siakam de venir contester qu'il avait déjà pris son tir. Et vraiment, ce pull-up qui va être capable de faire après du coup une notion de catch and shoot ou à mi-distance ou sur du pull-up à 3 points, le rend vraiment très difficile à défendre. On va décortiquer un peu ce tir, mais regardez d'abord, la chose qui est importante, c'est la vitesse à laquelle il pose vraiment ses pieds après avoir un petit peu créé le décalage avec le défenseur. Donc là, on a un premier espace qui est créé. Et l'autre partie hyper importante, en fait, c'est la longueur de ses bras. Parce que vous allez voir, Santi Aldama, il fait quand même 7 pieds de haut. Donc c'est pas le petit loulou du coin. Et pourtant, avec le mini espace qui s'est ouvert et le petit temps d'avance qu'il avait sur son tir, il a un tir qui est contesté mais qui n'est pas contré, alors que des mi-distances comme ça, Santi Aldama, il pourrait en contrer un paquet. Et en fait, vraiment, avec ses appuis vraiment très solides, il arrive vraiment à créer de l'espace et il peut ensuite profiter de toute la longueur de ses bras et de la sûreté de son tir pour vraiment passer au-dessus de la défense. Et du coup, c'est pour ça qu'il prend énormément de tirs dans cette zone, parce que du coup, il peut se permettre de tirer par-dessus ses défenseurs. Et là, si c'est des meneurs comme Lillard, juste ici, qui défendent sur lui, il peut le faire encore plus facilement. Et du coup, c'est vraiment sa notion un petit peu, c'est de venir chercher un peu les zones du terrain où il est le plus à l'aise. Donc voilà, un petit peu autour de la ligne des lancers francs. On va avoir aussi dans l'angle du 0 degré au niveau du mid-range. Et le but, c'est voilà, de créer avec Zubac ces écrans-là pour se créer un tout petit peu d'espace sur des empty side action par exemple, et d'arriver à avoir justement ces tirs ouverts, parce qu'il lui nécessite en fait très peu d'espace pour arriver à les prendre. Il a un rythme de tir qui est très bon, et encore une fois, son envergure qui lui ouvre beaucoup de portes. On parle souvent parfois que l'envergure et la taille des mains peuvent être problématiques pour être un bon shooter. Kawhi Leonard est un exemple que non. En fait, cette notion-là, elle est venue aussi pas mal du fait que les grands joueurs parfois étaient juste des mauvais tireurs parce que c'était des pivots à la place d'être des arrières, mais des arrières qui ont des très longs bras, des très grandes mains et qui sont quand même de bons tireurs. Ça existe. En fait, c'est juste une question aussi de toucher et de travail au fur et à mesure de ces tirs-là. Et je pense qu'on peut voir aussi avec la qualité de dribble qu'a Kawhi Leonard que c'est pas forcément problématique. Et en plus, le fadeaway, c'est vraiment l'arme parfaite pour lui pour vraiment passer au-dessus des défenseurs. Regardez ici Dean White qui est aussi très haut et en fait avec le post-up et le fadeaway, il peut passer par-dessus. Et en fait, c'est encore une autre arme qu'on va retrouver chez Kawhi Leonard, c'est le post-up. Le post-up, on l'a vu par-dessus Dean White, ici par-dessus Evan Mobley, un des peut-être défenseurs de l'année, très long, taille de pivot avec une envergure monstre, et pourtant Kawhi Leonard arrive quand même à lui passer par-dessus grâce à son fadeaway. On a aussi ici par-dessus Harrison Barnes où il refuse le drive à gauche pour faire le fadeaway à droite. Et du coup, de plus en plus, les défenses vont avoir du mal à l'arrêter maintenant qu'il retrouve du rythme au fur et à mesure sur ce tir-là, parce qu'on va voir au fur et à mesure de la saison, en fait, les statistiques d'efficacité, elles ont vraiment augmenté pour Kawhi Leonard parce qu'il est venu de plus en plus en rythme, et en fait, il a eu un peu une montée crescendo de son efficacité, mais aussi tout simplement de sa condition physique, et de plus en plus, on le retrouve agressif sur les post-up et sur ses fadeaways où il arrive vraiment à trouver sa zone, et c'est de plus en plus difficile à défendre. Il a 68% de réussite sur les turnaround fadeaway depuis le début de la saison. On est sur un petit échantillon, mais on est sur une réussite complètement folle. 68% de fadeaway, c'est une efficacité presque digne de certains joueurs au cercle, et lui, il le fait sur ses tirs compliqués où il se retourne et shoot par-dessus le défenseur. Donc ça peut rendre les défenseurs complètement fous, et ça montre aussi que si Kawhi Leonard est vu un petit peu comme un joueur de playoff, c'est parce qu'il est capable d'être bon sur ces tirs qui ne sont pas efficaces. Mais alors parlons maintenant du passing. Le passing de Kawhi Leonard, ça a toujours été un sujet un peu compliqué.
Au début, il était assez limité et il s'est développé au fur et à mesure, mais c'est pas non plus devenu un des meilleurs passeurs. On le voit ici sur ces situations de post-up, il passe pas vraiment à une main, il est plutôt du genre à se retourner vers le joueur à qui va passer le ballon pour lui transmettre. Donc on n'a pas vraiment un joueur hyper fluide sur ses passes, mais on a un joueur qui a quand même progressé, qui est plus devenu juste, entre guillemets, un finisseur, et qui est capable un petit peu d'utiliser sa création pour les autres. Mais en fait, comme il crée peu de décalage par de la rapidité, comme il crée surtout du décalage par un petit peu, en fait, la force et la puissance, il n'y a pas vraiment de création pour les autres qui est fait. Et en fait, on est plus sur un joueur qui va parfois jouer un rôle de connecteur, surtout à côté de James Harden, où on va avoir un mec qui va en fait générer de la gravité grâce au post-up et qui va ensuite pouvoir faire un petit peu des kick-out. Mais il n'y a pas énormément de création à la passe suite à un drive, parce qu'en fait ces drives ne créent pas toujours beaucoup de décalage. Il y a un petit peu de pick and roll juste ici, mais en réalité, vous voyez encore une fois, il est obligé de se retourner face au joueur à qui il va faire la passe pour vraiment pouvoir la faire. Et encore une fois, comme c'est pas un joueur très rapide, en fait, il n'y a pas vraiment de gros cassage de défense qui se met en place, et c'est plus via son post-up de manière organique et petit à petit qui casse la défense, et du coup, ça a créé moins de passes déjà spectaculaires, et ça a créé moins de passes d'un côté à l'autre du terrain, mais on le retrouve un petit peu sur du pick and roll. Par exemple, ici, on va le retrouver sur un double drag, où d'abord, il y a un premier écran de Zubac pour qu'il vienne récupérer la balle un petit peu au niveau du slot, et ensuite on a double drag, donc deux écrans, un premier de Derrick Jones Jr. et un deuxième de Zubac, et Kawhi Leonard qui est du coup un passeur fonctionnel, et avec ses longs bras, il peut passer par-dessus la couverture du pick and roll. Donc c'est un peu sur ces actions-là avec Zubac, on va le retrouver à la passe, comme ici où il arrive encore à le trouver suite à un pick and roll, et c'est un peu plus là qu'on va le retrouver en tant que passeur, en fait un petit peu quand il prend le relais, tout simplement de James Harden à la main, et qui va pouvoir justement faire profiter un peu ses coéquipiers de sa gravité de scoring. Mais sinon, on va pas énormément retrouver un joueur dévastateur, par exemple sur du drive and kick, parce que tout simplement, il n'a plus vraiment cette capacité-là de casser les défenses sur drive, c'est plus casser les défenses sur post-up. Après, on avait vu dans le Dico Tactique que casser les défenses sur post-up, ça a aussi du sens pour le playmaking. Et aussi, on va le retrouver sur du connecting, quand il vient justement casser un petit peu ses défenses de zone en venir se passant au milieu, comme ici sur cette extra passe pour Norman Powell. Mais passons maintenant à la défense. Alors la défense de Kawhi Leonard, elle est toujours aussi impressionnante. Regardez un petit peu la pression constante sur Desmond Bane, et on a parlé beaucoup de l'envergure dans l'attaque, mais l'envergure dans sa défense est tout aussi dévastatrice. Je vous invite à regarder un petit peu cette action-là. Regardez où il vient placer son bras. Sa main arrive quasiment à l'autre main opposée du joueur, tellement son envergure est impressionnante et tellement il arrive du coup à récupérer des ballons qui paraissent pourtant déjà perdus. Et en fait, c'est une pieuvre. Tout simplement, c'est une pieuvre défensive. Il arrive à enlever les ballons de derrière le joueur, de devant le joueur, de par les côtés. Il peut quasiment en fait passer autour des joueurs. Regardez ici, autour de Darius Garland. Il lui passe autour et c'est ciao, c'est bye bye. Kawhi Leonard a récupéré le ballon. Et ça, je pense que, encore une fois, sur des situations de playoff aussi, ça peut être très problématique pour une attaque de se retrouver face à un joueur qui peut littéralement aller autour de vous et vous arrêter totalement, vous contenir en fait avec ses longs bras et sa densité physique. Ça qui est très intéressant aussi défensivement, c'est que sa densité physique lui permet de tenir par exemple des pivots comme ici, où en venant en aide depuis le côté faible, il arrive à le gêner au post-up et à le contrer. Bon, il y a des fois aussi où Kawhi, il oublie un peu. Il s'oublie, mais en fait il peut s'oublier et revenir quand même en défense. On a un petit peu le même syndrome qu'on va avoir avec Wembanyama par exemple, qui du coup parfois font un peu des erreurs ou des oublis défensifs, ou alors ils font des paris défensifs, mais ces paris défensifs sont parfois rattrapés par leur longueur et leur surplus physique qui leur permet de, malgré un retard ou malgré une prise de risque un petit peu, de quand même réussir l'exécution défensive, parce qu'en réalité, ils ont un surplus naturel complètement dingue et l'envergure de Kawhi Leonard fait clairement partie un petit peu de ces choses surnaturelles qui arrivent en NBA. Du coup, que ce soit avec ou sans ballon, il est toujours aussi gênant pour les attaques adverses. On va le retrouver vraiment ici pour calmer les joueurs primaires, les créateurs primaires sur du post-up. On va le retrouver sur les lignes de passe pour vraiment venir casser un petit peu le flow de l'attaque.
Quelquefois aussi, on va le retrouver un petit peu en aide au cercle. Ça va être les moments où justement Zubac va être sur le banc et les Clippers vont vouloir jouer un petit peu petit. Du coup, ils vont profiter de la longueur de Kawhi Leonard pour venir gêner ses actions sur du pick and roll, soit en tant que lead côté faible, soit en tant que low man. Mais du coup, Kawhi, il a toujours un petit peu cette polyvalence défensive pour vraiment gêner les défenses et ce corps qui fonctionne toujours aussi bien tant qu'il n'y a pas de blessure. Donc bien entendu, on part toujours du principe que Kawhi va jouer et ne va pas être blessé pour notre analyse. Et c'est là où du coup, tout l'intérêt des Clippers vient un petit peu être compétitif. C'est parce qu'avec un deuxième créateur à côté d'Harden, qui est en plus un très bon défenseur et qui permet en fait d'ajouter de la flexibilité, ça peut vraiment être très intéressant. Donc on a vraiment toujours un petit peu cette bête défensive malgré certains oublis et un petit peu un ralentissement du coup de son dynamisme physique. On a toujours le handle qui est aussi impressionnant et donc on a un joueur qui pourrait être capable, selon moi, d'amener une équipe au titre. À côté d'Harden et à côté de Zubac, je pense que ces Clippers sont équipés défensivement pour déranger beaucoup d'équipes à l'ouest et potentiellement créer la surprise. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. J'espère qu'un petit peu cette redécouverte du profil de Kawhi Leonard vous a plu. Et si vous voulez du coup découvrir d'autres vidéos, je vous invite à venir découvrir la chaîne et à vous abonner. Puis moi je vous dis à bientôt.